Bonjour. Wexi. Bonjour. On est enchanté d'être avec vous cet après-midi Moi aussi. et, et très désireux de découvrir le Café Congo, qui a un espace magnifique pour ce convoi. Donc, si on peut vous suivre, s'il vous plaît, et si Ah vous ben pourriez nous parfait. faire découvrir, ça serait Bienvenue. Alors, fantastique. Café Congo, c'est une initiative. On peut la montrer puisqu'elle est encore là de Jia Abrassard. Jia Abrassard, qui est la créatrice de la marque Ginger G, qui sont des jus de gingembre qu'on appelle notre élixir ici, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on tient au quotidien. Je vous en ferai goûter peut-être à la fin Avec grand de plaisir. la visite. Alors, on va commencer par le premier espace de Café Congo, qui se trouve par ici. Alors, ici, dans le couloir, vous avez une exposition sur la présence des Congolais en Belgique, qui est un projet de l'association Bakushinta, qui est gérée par Georgine Dibois-Atapol. Georgine Dibois-Atapol, qui est donc une activiste congolaise de Belgique, et qui travaille aussi beaucoup sur la question des anciens combattants congolais et de leur reconnaissance, parce que beaucoup de ces anciens combattants congolais n'avaient pas les mêmes droits que les anciens combattants belges et n'ont pas reçu leur pension, les familles n'ont pas été indemnisées, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, et puis d'avoir une exposition sur la présence des Congolais en Belgique ici, c'est aussi permettre aux personnes qui passent, jeunes et moins jeunes, mais surtout les jeunes, de contextualiser un peu la présence des Africains dans la ville, parce que on prend pas forcément, les parents prennent pas forcément le temps d'expliquer aux jeunes pourquoi ils sont là, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a une génération de personnes qui ont 20 ans, qui sont déjà une troisième, voire des enfants de 5-6 ans qui sont une quatrième génération. Qui n'ont absolument aucune idée finalement de pourquoi est-ce qu'on est en Belgique et pas au Congo. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose de très important et ça fait partie des activités qu'on a mis en place ici avec Café Congo à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Très bien. Et donc, si je peux simplement rajouter, vous êtes déjà de carrière historienne d'art, c'est cela? Oui, tout à fait. Alors, de formation, donc moi je suis historienne de l'art, journaliste indépendante et aussi commissaire d'exposition euh, et, euh, et militante et activiste. Très important. Ça change toute la donne, Ben la oui, manière de présenter l'art. exactement, exactement. Et c'est aussi, en fait, moi, quand je parle d'art ou pourquoi est-ce que je parle je suis intéressée par l'art africain. Au départ, j'ai été intéressée par l'art africain. C'était vraiment une manière de me reconnecter à mes origines, de un peu comprendre c'était quoi l'Afrique. Et j'ai voulu le faire par la culture, par l'art, parce que j'ai grandi, je suis née en Belgique, j'ai grandi ici. On m'a transmis forcément tout un tas de choses sur la culture congolaise à travers le savoir chaud de mes parents, mais par contre, on me parlait. J'avais besoin d'avoir des explications sur les masques, les rituels. J'étais vraiment très curieuse et c'est pour ça que j'ai fait des études finalement sur les civilisations non européennes, comme ils le disent ici, hein, puisqu'on met tout dans le même panier, dans Ça son gros reste fourre-tout. eurocentré, hein, Voilà, non européenne, voilà, pas non simplement européenne. africaine. Voilà, non, non, non. Il y avait l'Afrique, il y avait la Mésoamérique, il y avait un petit peu d'Asie, très très peu, l'Inde, mais c'était quand même passionnant pour moi qui suis voilà curieuse de toutes ces questions-là. Et donc, quand Jia a ouvert son premier espace, on y arrive. Super. Ici, vous voyez Café Congo. D'accord. Tout se passait ici en fait. Et donc, c'était un espace où elle fabriquait ou produisait le ginger juice, donc le jus de gingembre. Et aujourd'hui, elle produit du jus de gingembre et du jus de bissap aussi. Et vous voyez, c'est vraiment cet espace qu'elle avait aménagé comme ça, avec des photos, des posters de Jean-Michel Basquiat, de Toni Morrison. Ici, vous avez la couverture du livre qu'elle a co-édité avec Sarah Demar, créé en post-colonie, Décoloniser les regards, qui est sorti en 2015 et dans lesquels beaucoup d'Afro-Belges ont écrit. Moi, j'avais écrit 3 présentations d'artistes contemporains.
Il y avait Mireille Tchéossi-Repère, qui est la présidente de BAMCO, avec qui on travaille aussi beaucoup, qui avait écrit un article. Enfin, disons que la plupart des grandes personnalités, enfin, en tout cas des personnalités actives dans le milieu activiste, décolonial, penseurs de Belgique ont écrit dans cet ouvrage en 2015. Et donc, on venait ici souvent pour organiser nos réunions, parce que c'était un espace où on se sentait bien, et de fil en aiguille, d'organiser ces conférences ici. Moi, j'ai eu envie, je me suis dit, ah tiens, mais j'aimerais bien recommencer avec l'activité artistique, et au départ, c'était simplement organiser des artist talks, et puis quand l'espace de l'autre côté qui accueille aujourd'hui le tiers-lieu artistique a été disponible, JIA avait envie d'inviter des artistes à y avoir leur atelier. Et moi, j'ai eu envie d'y créer l'espace Wetsi Art Gallery. Et c'est vraiment comme ça que le projet est né. Et finalement, c'est vraiment... il n'y a rien qui est organisé, structuré, mais de manière organique, les choses se mettent en place un peu par elle-même, et aussi parce que ça correspond à un vrai besoin, à une vraie nécessité. Moi, c'est un projet, ça fait 20 ans que je me dis, j'aimerais bien avoir un jour une galerie d'art, mais c'était toujours un jour, puis c'est devenu possible, et je ne pensais pas, en le faisant, qu'il y aurait tellement d'engouement, que ça répondrait à une telle demande. Pour moi, ça répondait à une demande vraiment ou à un besoin pour moi, mais j'ai été ravie aussi de me rendre compte que c'était un besoin qui était enfin partagé par le public aussi. Maintenant, il y a encore plein de choses à faire. On a vraiment besoin de plus de visibilité, besoin de plus de personnes actives sur le projet pour des tâches très précises, administratives, logistiques, mais voilà, même parfois communication, mais les choses avancent petit à petit. Et je vais vous montrer aussi dans cette salle où on a organisé toute une série de conférences. Ça, c'était en collaboration, c'est un projet de BAMCO. Donc BAMCO, qui est un collectif afroféministe et antiraciste. Alors, est-ce qu'il y aurait des lumières par hasard? Il faut de la lumière, il n'y a pas... C'est possible, mais sinon... Ou alors, je vous montre l'espace ici, et puis on peut repartir, mais c'est parce qu'il y a des œuvres là-bas qui sont de Audrey Ouora Keye, qui est une artiste qui fait de l'art digital et qui a aussi son atelier derrière à Café Congo. Il y a des œuvres de Moufuki, qui est aussi un ami d'enfance de Jia Abrassar et qui est un artiste belgo-congolais que vraiment la plupart des gens de la communauté connaissent. Ici, vous avez une œuvre de peintre Obou, qui est un artiste ivoirien qui vit à Abidjan et qui est un artiste qui est représenté en Belgique par la Wetsi Art Gallery. Et c'est vraiment, oui, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'occasion de travailler avec lui. Donc voilà, ici, c'était important aussi que je vous montre cet espace, je trouve, parce qu'il y a vraiment beaucoup... Oui, et il y a vraiment des connexions à faire parce que moi, je sais par exemple, je travaille sur un projet qui s'appelle Disrupt Space et l'idée, c'est justement de mettre en avant des artistes visuels africains, jeunes artistes visuels. Et donc, on est en train de négocier des contrats pour avoir accès à des galeries, par exemple sur Londres et autres. Parfait. Donc, ça serait une conversation à avoir. Avec grand plaisir. Alors ici, vous voyez, c'est ici, de ce côté-là et de ce côté-là aussi, vous avez vraiment le legacy, l'héritage que nous a laissé Feu François Kassongo, qui était vraiment un journaliste indépendant, qui a dévoué en fait toute sa carrière et toute sa vie à la communauté congolaise et africaine belge, bruxelloise. Et donc là, vous avez sa collection de disques et de CD. Super. Et dans le coffre là-bas, vous avez carrément ses archives avec les disques durs de ses ordinateurs et tout. Et quand il est parti un peu soudainement, il a eu une maladie un peu fulgurante qui l'a emporté en l'espace de quelques mois. Et donc, on se retrouve avec tout son héritage qui est là, qu'on aimerait bien pouvoir digitaliser, qu'on aimerait bien pouvoir transmettre aux générations futures, parce que c'est notre... Ok, une jeune dame qui dit c'est très beau.
qui suit et ça lui plaît. Bonjour Shuren. Mais oui, et donc... Et donc il y a des cassettes. C'est là qu'on se dit qu'on n'est plus très jeune. Exactement. Oui, non, Quand mais ça voilà. devient des reliques. Des reliques, oui, tout à fait, parce que Africana, c'est l'émission en fait que François Kassongo animait sur Radio Campus, et en fait on a un peu toutes fait nos dents, enfin nos écoles dans cette émission, qui est une émission qui continue d'exister aujourd'hui et qui a aujourd'hui presque 30 ans. Je pense qu'on n'exagérerait pas en disant que... des voix diasporiques de Belgique. Donc depuis 1992, là vous avez toutes les interviews qu'il a réalisées, qu'il a pu conserver, archiver de ces diasporas congolaises et afrodescendantes, subsahariennes et autres, tous les éléments culturels. Et il nous faut vraiment, je pense, pouvoir les numériser et les transmettre aux nouvelles générations. Donc c'est ça un des défis aussi de Café Congo, de Wetzi Art Gallery, parce que c'est pratiquement que des rencontres sociales, culturelles et artistiques qu'il a su tresser pendant 25 ans. Wow. Il a été ce messager, ce porteur des histoires, des narratifs des diasporas africaines de Belgique, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'on a appelé son projet en mémoire à lui, à François Kassongo, Afropiens Digital Memories, parce qu'après, on voudrait numériser et surtout échanger avec d'autres pays ces narratifs, ces récits personnels, intimes et extimes de ces diasporas et comment finalement c'est une mémoire qui doit être transmise. Tout le monde est passé à son émission Africana, qui était le magazine culturel du monde noir pendant 25 ans. Super. Super. Voilà. Fantastique, ok. Encore un diptyque de Muffuki. Voilà, c'est vraiment à chaque fois un plaisir, même si on passe ici tous les jours, mais de redécouvrir et d'être entouré de telles œuvres d'art. Super. Voilà, on a beaucoup de chance. On est gâtés. Mais oui, mais c'est ça, voilà, et voilà, rien que de venir ici, d'être dans la bibliothèque et de voir, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, enfin voilà. Donc ça, c'est l'espace de départ. Alors, ici à côté, il y a une exposition de Muchio, qui est une exposition, donc Muchio qui est un artiste moitié rwandais, moitié français, enfin moitié rwandais et français, qui a grandi au Burundi, mais qui a vécu presque toute son enfance donc en Afrique, dans différents pays comme le Rwanda, le Congo et le Burundi, et qui est venu faire une résidence en Belgique. Il a fait une résidence dans différents espaces, dont une résidence à Café Congo. D'accord. Et pour son exposition, il a fait un partenariat alors avec la Wetzi Art Gallery. Et cette exposition s'appelle Faces parce qu'il a peint énormément de visages. Alors elle se décline en deux thèmes. Il a travaillé sur le thème Art Power to the People, petit. Super. Il a travaillé sur différents thèmes. Le thème de personnes connues. Donc là, on a des portraits de Aimé Césaire, Nina Simone, George Floyd, Gaël Faye et Saul Williams. Il y avait aussi un James Baldwin. Le James Baldwin se trouve à Café Congo de l'autre côté parce que il a été acquis déjà par J.A. Broussard. Le Nina Simone aussi a déjà été vendu à un collectionneur bruxellois et la Wetzi Art Gallery a acquis le Saul Williams. Wow. Voilà, donc on s'est fait plaisir. C'est magnifique. Oui. Donc éventuellement, c'est un espace qui pourrait être utilisé pour des expositions aussi d'artistes. Complètement. C'est de l'espace belge ou autre. Enfin, oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, au départ, c'est vrai que cet espace répond à un besoin, et le besoin, c'était vraiment d'exister en tant que diaspora belge ici, en tant que Noir de Belgique. Mais évidemment, on est tourné vers le monde. La Wetzi Art Gallery, dès notre première exposition, on a travaillé avec 2 artistes ivoiriens.
Un qui est vraiment déjà un grand maître reconnu, Joachim Siloué. Et puis il y a le peintre Ogu qui est plus jeune et qui aujourd'hui, entre l'année dernière et cette année, il a complètement décollé. Il était vraiment en mode ascendant et ça continue. Donc c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, il fait du street art à Abidjan. Il a des contrats pour vraiment recouvrir des façades d'immeubles. Et oui, on ne demanderait pas mieux que de pouvoir travailler sur des projets internationaux avec des artistes internationaux, travailler même sur un projet de biennale, vraiment d'élever l'art contemporain africain et aussi de se l'approprier en tant que noir. Absolument. Il y a vraiment aussi cette question-là. Ça dit que un jour, mon fils m'a posé une question, je crois que c'est suite à une conversation qu'il a entendue. Il m'a dit, mais maman, est-ce que si tu vends à un client blanc, est-ce que tu reçois pas d'argent? Bien sûr que si, je reçois de l'argent, c'est pas ça. Et bien sûr que si, on est ouvert, on veut vendre à tout le monde. Ce qui compte, c'est la valorisation de la culture africaine. Ouais. Mais il y a aussi un besoin de reconnaissance des Africains ou des Noirs du potentiel et en fait de la valeur de leur propre culture. Absolument. Puisque c'est une culture qui est tout le temps considérée comme subalterne et qu'on apprend soi-même en tant que noir à ne pas aimer, il est important pour l'estime de soi en fait qu'on réapprenne à se réapproprier cette culture et à la valoriser. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et du coup ça passe aussi par le fait de se mettre ensemble et de promouvoir et de créer des projets comme ça et de les mener à bien, je pense. Entièrement d'accord. Voilà, donc alors Muccio, il y a vraiment énormément de choses à dire sur cet artiste. Donc là, je vous dis, il avait fait une série avec des artistes, avec des personnages engagés, connus, parce que pour lui, ça c'était vraiment important aussi, de travailler avec des personnages engagés et connus. Mais après, il a aussi fait une série sur le thème de la femme, où il s'est inspiré d'un personnage qu'il connaissait. Qu'il a reproduit sur plusieurs tissus, tableaux comme ça. Alors, la spécificité de sa technique, en fait, c'est une technique assez unique. Je vais vous laisser deviner peut-être, si vous deviez deviner comment il procède pour arriver à ce résultat sur ce tissu. Oui, tout à fait, oui. Exactement, c'est vraiment avec de la javel, donc c'est comme s'il sculptait en fait, parce que c'est de la peinture qu'il dit de la peinture négative en fait. Donc au départ, c'est vraiment le fruit du hasard. C'était plus un accident qui lui avait fait renverser de la javel sur des vêtements et tout, et puis il a découvert ce procédé, il s'est dit ah tiens, je pourrais l'utiliser pour dessiner des portraits. Et donc, il travaille vraiment beaucoup sur la question du portrait. Il avait déjà fait une série sur Mohamed Ali par le passé et une autre série sur des personnages, j'ai oublié exactement de qui il s'agissait. Mais donc, c'est vraiment quelqu'un qui est intéressé par les gens dans son art. Il y en a quelques-unes que je trouve particulièrement belles ici, qu'on peut aller voir. Il travaille sur différents formats et ce sont des tissus qu'il affectionne particulièrement et qu'il s'était fourni lors d'un voyage en Thaïlande. Et alors là maintenant, il dit avec le Covid et tout, il ne peut pas retourner en Thaïlande, mais il aimerait bien retourner en Thaïlande pour pouvoir se fournir ces tissus-là. Donc le fait aussi que les tissus aient des tailles différentes, des formats différents et qu'ils puissent être suspendus, qu'on puisse circuler à travers, qu'on puisse voir la lumière passer à travers, tout ça sont des choses qui sont vraiment importantes pour lui. Et donc et c'est vrai que quand on éteint les lumières et s'il y a du soleil la journée et qu'on voit la lumière passer à travers comme ça donne vraiment une dimension, je ne vais pas dire fantomatique, mais plus spirituelle exactement. Et le fait que c'est travaille comme ça sur le thème de la femme, c'est vraiment, enfin on le sait, on est toutes des femmes ici présentes, voilà, c'est hyper important. Oui.
Mais oui, oui, tout à fait. C'était l'objectif, donc c'est très bien. Et alors, j'avais aussi demandé plusieurs fois, mais tiens, mais pourquoi est-ce que sur certains personnages, certains portraits, il y a un trait sur les Oui, yeux ou sur la effectivement. bouche Ouais. Et il m'a dit, mais en fait, que pour lui, quand et c'était Jean-Michel Basquiat qui avait dit ça en premier, quelque chose de manière ostentatoire, eh bien, ça le met en évidence, ça attire l'attention en fait sur ce qui va être barré ou effacé, et que donc finalement c'est une manière de mettre en évidence cette partie-là de la personne, et je trouve que c'est particulièrement intéressant pour le portrait qui se trouve du coup derrière nous, qu'on peut aller voir ici. Pour lequel on peut prendre peut-être un tout petit peu de recul, mais voilà, moi c'est un de mes préférés, vraiment, celui-ci. Ouais. Oui. Hein. Énormément d'émotions. Alors, c'est fait uniquement avec de la javel, sauf lorsqu'il trace le trait, là, et là c'est une teinture qui contient un pigment d'or. Waouh. Ouais. Mm-hmm. Et donc de les mettre en exergue. Parce qu'on voit la texture aussi. Que c'est plus que de la peinture. Ouais. Et il y a aussi vraiment un effet où on peut voir ça avec ce tableau-là plutôt, où en fait, quand on est de face ou de dos, on voit des choses différentes. Et sur celui-ci, on voit ça de manière assez intéressante, avec vraiment un côté pile ou face, mais qui se retrouve aussi même dans la signification en fait, ou dans l'émotion qui va être dégagée par le portrait. Tiens, magnifique tableau. Merci Nabil. Nous sommes à Bruxelles. Oui, et donc l'artiste c'est Muccio. Oui. Hi Money Mob, how are you? Okay, the artist is called Muccio and we are in Café Congo in Brussels in the Wetsy Gallery actually. How do you find it? Très intéressant. Voilà, alors je ne sais pas si on a ouvert la porte ici, ce serait bien. Je crois que j'ai oublié de faire ça. Comme on est en live. Ah non, c'est fermé. Et on doit faire le tour pour retourner dans le reste de l'espace. Mais tout va bien. So Paul, listen to this. I'm with a lady. She's by training, she's an art historian. And she set up a gallery called Wetsy Gallery couple of years ago, and she's showing us around. No, I started in October. Okay. Oh, you started it. You just started it. Yeah. That's wonderful. So we're checking the art, and there are a number of artists that have been commissioned already. We just checked the work of an artist that's based in Ivory Coast. Okay, donc. On continue. Alors ici, donc ça, ce sont deux sculptures. Enfin, c'est une sculpture là de Joachim Siloué, qui est aussi un artiste ivoirien. Ah, ces deux-là, hein, oui. C'est celles qui sont à terre. Non, enfin celle-ci. Ah oui, d'accord. Oui. Là, c'est des œuvres. Enfin, c'est aussi un collectionneur d'art africain qui un jour me les a ramenées. Ah d'accord. Je les ai accueillis avec plaisir parce que c'est comme des gardiens, des protecteurs. Et oui, c'est bien ce qu'ils sont à mon avis. Oui, c'est bien ce qu'ils sont à mon avis. Beaucoup des statues comme ça pour garder la maison. Et donc il y a pas souvent des voleurs parce que les personnes ne rentrent pas dans les maisons. Elles ont vraiment peur. Mais oui, tout à fait, oui. Ça a du sens. Alors quand on a ouvert cet espace-ci, donc c'est au tiers-lieu artistique où on a ouvert la galerie, on a donc commencé directement avec les artistes peintres au bout, Joachim Siloué, qui sont des artistes qui viennent ivoiriens, donc d'Abidjan. D'accord. On a aussi fait une collaboration directement avec Coolcore, qui est un artiste qui a 40 ans de carrière cette année, qui est vraiment un pionnier du hip-hop et du mouvement graffiti aux États-Unis. C'est un Américain. Donc il a grandi dans le quartier de South Queen à New York, où il a vraiment fait partie des pionniers il a eu l'occasion de côtoyer Jean-Michel Basquiat,
et celui qui a eu une exposition ici à Beaux-Arts il n'y a pas si longtemps, mais dont le Keith Haring. Et donc, il nous a fait une petite signature ici sur le mur. Donc, voilà, je suis assez contente de ça. Super. Et on va probablement aussi organiser une exposition avec lui ici à la galerie. Mais au départ, moi, je pensais faire ça un peu cool. Je m'étais dit, 3 expositions par an. Et puis, en fait, on est à 1 exposition par mois parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, c'est un rythme beaucoup plus soutenu que ce que j'avais envisagé au départ. Oui, tout à fait, c'est tant mieux, c'est vrai, mais voilà, c'est juste que c'est vraiment du sport pour le coup, quoi. Ouais. Alors, il y a différentes choses ici. Il y a une exposition en ce moment de David Kachiunga, qui est donc un jeune artiste congolais de Belgique. C'est sympa. Lui, il travaille vraiment sur des panneaux en bois. Wow. Et il s'intéresse aussi finalement aux portraits. Et il faut croire que moi aussi, ça me plaît les portraits, puisque j'accueille souvent des artistes qui font des portraits. On peut rentrer dans la galerie ici. Alors, ça me fait penser au travail d'une artiste nigérienne aussi qui masque les visages. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de définition du visage. Comme ça me fait penser à ça. C'est vrai que ce côté-là est intéressant. Alors là, c'est une reproduction d'une œuvre d'un tableau qui s'appelle The Only de David Kachiunga. Et c'est une reproduction parce que l'œuvre avait déjà été vendue. Mais ce tableau a été utilisé pour la cover d'un livre d'une auteure afro-belge qui s'appelle Nadiane Saï. Et tu viens avec moi par ici. Voilà. Et donc, vous savez peut-être, en Belgique, on parle français, néerlandais et allemand. Et donc, c'est une néerlandophone. Et son livre s'appelle Dochter van de Dekolonisatie, donc fille de la décolonisation. Pour le moment, le livre n'existe qu'en néerlandais, mais il est vraiment fascinant. Moi, j'ai commencé à le lire. J'avoue que j'ai pas encore terminé parce que j'ai pas encore pu prendre le temps. Mais elle parle vraiment en fait de son histoire familiale et de l'histoire coloniale. Et donc, elle montre aussi comment aujourd'hui, dans la société belge, en fait, quand on parle de décolonisation, le mouvement décolonial est une nécessité parce que ce travail de décolonisation n'a pas encore eu lieu. Donc voilà, c'est un ouvrage très très intéressant qui est mis en vente ici. Et donc, vous voyez, c'est très organique, il y a beaucoup de collaboration, on passe d'un univers à l'autre de manière... assez fluide. Hein. Oui, assez fluide finalement. Il y a aussi les chaises de Wenzoki que j'ai quand même envie de vous montrer, parce que ça, c'est aussi un petit coup de cœur. Et juste par curiosité, est-ce qu'il y a un petit rappel à La Noire de Ousmane Sembène dans ce portrait? Parce que les perles, l'utilisation des perles et la robe m'interpellent. Oui, alors ça aurait pu, mais alors absolument pas. Ça, j'en suis quasi sûre à 100% de la part de l'artiste, parce qu'il m'avait expliqué qu'en fait les perles et le collier lui avaient été inspirés vraiment par... il avait cherché à imaginer comment s'habillaient les femmes au début du XXe siècle. Et finalement, les femmes au début du XXe siècle, aussi bien au Congo qu'en Belgique, s'habillaient comme ça, parce que la colonisation avait déjà commencé. Et au début du XXe siècle, les colons sur place autorisaient les femmes à être vêtues. Bon, les femmes avec qui ils étaient en contact, en tout cas, qui étaient en contact avec leur civilisation, parce que ce n'étaient pas toutes les femmes au Congo qui étaient déjà en contact avec cette civilisation. Mais les femmes étaient autorisées à s'habiller exactement comme les femmes blanches. D'accord. Ce qui a changé par la suite, puisque quand les missionnaires sont arrivés, les missionnaires ont trouvé qu'il y avait trop d'enfants métis, en fait. Ça a été un problème aussi quelque chose qui fait partie de l'histoire coloniale.
Et donc, pour décourager les unions entre les femmes congolaises et les colons blancs, eh bien, on les a obligées à se vêtir différemment pour les rendre peut-être un peu moins attrayantes. Donc, bon, il y a quand même des choses comme ça que je trouve assez terribles à dire, et de me dire que ça fait partie de la réalité, quoi. Qu'il y a des gens qui ont vraiment pensé ça et qui l'ont institutionnalisé. C'est ça. Et par le biais des missionnaires aussi, il y a beaucoup d'enfants métis qui ont été mis dans des couvents et coupés de la mer. Et coupés de la mer. Il y a eu récemment... oui. On les mettait dans des internats. Absolument. Absolument. D'où le procès qu'il y a eu en fait sur ce qui s'est passé. J'en sais pas plus exactement, mais c'était... Tout à fait, oui. En fait, le gouvernement belge a présenté ses excuses aux familles congolaises dans lesquelles il y a eu des métis par rapport à ces faits-là. Nous, aujourd'hui, on continue aussi à plaidoyer pour que le gouvernement présente officiellement ses excuses, pas seulement aux familles où il y a eu des enfants métis, mais de manière beaucoup plus générale. Absolument. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a Assoumani Boudagawa qui a écrit un livre très très intéressant, Noir, Blanc, Métis, dans lequel il détaille vraiment cette histoire-là. Qui est un livre qui n'est pas en vente ici, mais que quand j'y pense, je me dis, ah oui, ce serait bien de voir si on peut encore en avoir quelques exemplaires. Parce qu'il y a, en fait, ce centre, ce lieu-ci fonctionne finalement comme le centre culturel qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore financé par les autorités belges ou européennes, pour justement venir apprendre un petit peu, se renseigner sur... qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi notre présence ici, finalement loin des pays d'origine, quoi. Donc voilà, je pourrais encore parler des œuvres de David Kachiyunga, mais on va quand même continuer un petit peu. Ici, vous avez un autre diptyque de Mufuki, qui est aussi celui-là mis en vente par la Wetzier Galerie. J'aime bien quand tu t'échappes gentiment. Très bien. Vous voyez ici, il y a que ça en fait, des personnes. Bon, on la voit au bar comme ça, on pourrait se dire ah ben oui c'est la barman, mais en même temps elle est réalisatrice de films, elle réalise une résidence en Belgique en ce moment. Il y a l'atelier de Bers-Cransinge. Alors Bers-Cransinge, il y en a beaucoup qui ont horreur de cette appellation-là. Bers, c'est en plein travail. On vient te voir quelques instants. Oui, il est d'accord. Donc voilà, Bers est en plein travail. Là, il est occupé sur une toile qu'il avait commencée l'année dernière. Et Bers, donc, qui a fait l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dans les années 70. Et qui a créé une méthode aussi un peu par accident. C'est la méthode de la transposition. D'accord. Et on voit ça en fait ici par rapport au relief sur la peinture. C'est vraiment sa marque de fabrique et qui travaille beaucoup avec des personnages. Alors on va avoir une exposition prochainement. Ce sera du 17 septembre au 27 septembre au Parc Royal de Bruxelles. D'accord. Une exposition sur laquelle on va en fait reproduire sur des photographies des peintures d'artistes congolais pour le coup, parce que c'est en lien avec le 60e anniversaire de l'indépendance du Congo cette année. Et Bers participe à cette exposition-là avec 2 tableaux qu'on peut voir ici, mais bon, voilà. Fantastique. On ne va pas bien. révéler tous les secrets. Il y a beaucoup de choses à dire sur Bers aussi, mais il faudra revenir. D'accord. Donc, voilà, on arrive. C'est vrai qu'il y a quand même
Pressy Numbi qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a aussi Bayunga qui a le cas, qui a son atelier là-bas derrière, que je peux vous montrer. Mais je ne sais pas par où on va passer sans risquer. Regarde, juste ici, regarde, ça c'est le travail de Céline Paquet. D'accord. Moi je suis fan de son travail. On peut regarder ici derrière. Juste. Oh. Non mais c'est. Et donc, comment est-ce qu'elle fait ça? Voilà, donc ce sont des photographies prises à la mer du Nord, ici en Belgique, Ouais, d'accord. et sur lesquelles elle remet en fait de manière spectrale comme ça des personnages qui sont issus de photographies d'archives coloniales. Oh. Et donc, alors pas du tout, parce que ce sont des archives, bon ici je pense que ce sont des archives du Congo qui montrent un peu le travail forcé ou la construction du chemin de fer au Congo, où on sait que voilà les Belges ont construit, ils disent avoir construit le chemin de fer, mais en fait ils ont fait travailler des Congolais gratuitement, et puis ce chemin de fer là n'a servi qu'à acheminer les richesses, les ressources directement au port, et il ne s'agissait pas de créer un système routier ferroviaire pour les populations locales afin qu'elles puissent se déplacer et mieux vivre. C'était pas de cela qu'il s'agissait. Donc voilà, Céline aussi fait partie donc des artistes qui travaillent ici, qui ont leur atelier dans l'espace de Café Congo. D'accord. Et il y a un autre artiste dont j'aimerais vous montrer le travail. Faites attention au cactus. Alors, là, c'est l'atelier de Audrey Uroa-Keye, dont on a vu le travail tout à l'heure quand on était dans le premier Café Congo. Donc voilà, ça c'est work in progress. Hein. Et ici, donc c'est... Ah oui, voilà, là, dans le petit local là, c'est le bureau de DJ Rocky Abamba et de Joël Sambi. Peut-être que Gia pourra parler de leur projet mieux que moi ou avec plus de détails. Alors je sais que Joël Sambi Nzeba elle est en train de réaliser un film documentaire sur les communautés LGBTQI au Congo. Et si pas LGBTQI, en tout cas lesbiennes, et qui s'appelle Pink Diaspora. Ok. Kinshasa, Diaspora, quelque chose comme ça, il faudra vérifier. Et donc ici, voilà, on y revient. Donc c'est l'atelier de Bayunga qui a le cas. Bayunga qui a le cas, qui est un artiste congolais qui est né au Congo, à Kinshasa, et qui, avec sa famille, quand il avait 5 ans, ont émigré à Miami. Et il a grandi là-bas, il a été formé là-bas. Il travaille vraiment sur aussi beaucoup de portraits, mais de manière très expressionniste. Et il vit en Belgique, ça fait plus ou moins 5 ans qu'il vit en Belgique aujourd'hui parce qu'il est marié avec une belgo-congolaise d'ici. Et qui est aussi un artiste qui va participer à l'exposition au Parc Royal et qui est représenté par la Wetziar Gallery. Très bien. Voilà. Très très bien. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. C'était assez complet. C'était très complet, absolument merveilleusement exposé. Merci. Fascinant, intéressant. Donc on recommande vivement à toutes les personnes. Oui, dites-nous. Oui, alors je voulais juste dire aussi, oui, donc on a un compte Instagram, que ce soit à Café Congo ou bien à la Wetziar Gallery, donc n'hésitez pas à venir visiter. Très bien. Et voilà, on le mettra dans l'intitulé parce qu'il y a des personnes bien sûr qui ont pris en cours, il y en a qui ont dû s'interrompre, il y en a qui viennent de nous rejoindre. Donc on va mettre tous les détails sur l'intitulé du live lorsqu'on va le publier. Et donc vous pourrez à loisir consulter leur page, voir les heures d'ouverture, venir voir de vous-même et surtout participer à l'exposition qui aura lieu dans une dizaine de jours au Parc Royal, et on vous donnera de même les détails. Et merci à Blackout Day 2020 pour la visite surprise, c'est vraiment super. Oui, ben merci beaucoup pour votre accueil et votre temps. Bien sûr.